Bienvenue à tous dans cette troisième et dernière partie de Politicia. Alors après la République du Congo et l'Algérie, place au Burundi et à la crise qui y perdure depuis un an. Le pays vit un blocage socio-politique né de la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un nouveau mandat. Alors, plusieurs centaines de personnes ont été tuées depuis le début de ces troubles. Environ 230 000 personnes ont été poussées à l'exil. Et tandis que Bujumbura reste le théâtre de fréquentes violences, nos invités pour ce plateau sont Madame Jacqueline Kamikazi. Vous êtes membre de la diaspora burundaise de France, la DBF. Soyez la bienvenue, Madame. Merci. Nous sommes également accompagnés du docteur Innocent Bano. Vous êtes président du collectif international de soutien au candidat Pierre Nkurunziza aux élections de 2015. Soyez le bienvenu, docteur. Merci, c'est un plaisir. Mais avant d'amorcer le débat, je vous propose de regarder ce sujet réalisé par Amira Benjalaba Jean-Pierre. Le Burundi, de plus en plus isolé. Cette fois-ci, c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui a décidé de prendre des sanctions contre le gouvernement burundais. Le pays n'est pas exclu de l'organisation, mais l'OIF suspend sa coopération avec le pays. À noter que cette mesure ne concerne pas les programmes qui bénéficient directement aux populations. L'Organisation internationale de la francophonie regrette le manque de volonté des autorités burundaises dans la résolution de la crise qui prévaut dans le pays depuis l'annonce de la candidature fin avril 2015 du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. La situation sécuritaire n'a cessé de se dégrader à compter de cette date, et ce, malgré les différents rappels à l'ordre formulés par la communauté internationale. C'est effrayant parce que plus ça dure, plus il y a de fortes chances que le conflit s'enracine, que les ressources s'épuisent. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs que l'armée soit en mesure de rester une force unie. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de remaniements au niveau de ces postes clés, ce qui a permis au gouvernement d'avoir plus facilement une force armée qui répond à son impératif, en particulier l'exécutif. Refus de dialoguer avec toutes les parties prenantes au conflit, arrestations arbitraires, disparitions, droits de l'homme bafoués. La crise politique au Burundi s'est rapidement transformée en une véritable crise sécuritaire. Environ 500 personnes ont perdu la vie depuis le début de la contestation et les Burundais cherchant à fuir les violences et à se réfugier chez les pays voisins sont de plus en plus nombreux. Pour l'instant, aucune médiation n'a réussi à désamorcer la crise. L'Union africaine a déployé différentes missions d'observation et missions militaires d'observation. En même temps, une mission de la Commission africaine des droits humains et des peuples était au Burundi en vue d'enquêter sur les violations des droits humains. Ces conclusions devront être bientôt présentées au Conseil de paix et de sécurité. Je pense que ces développements vont dans le bon sens pour répondre à la crise au Burundi. L'Union européenne a suspendu son aide budgétaire directe au Burundi. L'Union africaine, quant à elle, devrait envoyer 100 observateurs des droits de l'homme et 100 experts militaires sur le terrain. Le Conseil de sécurité de l'ONU a de son côté adopté ce 1er avril 2016 une résolution qui ouvre la voie à une présence policière onusienne dans le pays. Beaucoup s'interrogent sur sa véritable utilité. Alors Madame Kamikazi, avant de vraiment entrer dans le débat, aidez-nous à comprendre la polémique autour de ce nouveau mandat du président Pierre Nkurunziza. Est-ce qu'il s'agit d'un deuxième ou bien d'un troisième mandat selon vous? Alors, la polémique qu'il y a autour de ce troisième mandat, ce qu'ils appellent les uns les troisième mandats et les deuxième mandats, je pense que c'est une mauvaise interprétation des uns. Et la mauvaise foi de ceux qui veulent, ils ont des intérêts derrière. Ceux qui il a bien été élu 3 fois, le président? Non, il n'a pas été élu 3 fois. La première fois, ça a été les accords d'Arusha. Il fallait désigner un président. C'est vrai que déjà, tout le monde se base sur les accords d'Arusha. Mais les accords d'Arusha, ça a eu le mérite d'exister et de permettre au Burundi de faire un pas en avant. Mais on ne va pas rester là après 10 ans, après 15 ans. Et on va où? Maintenant, après, il y a eu la constitution qui est sortie des accords d'Arusha. Par rapport, sur la base des accords d'Arusha, on a fait une constitution qui régit un pays comme tout un pays au monde. Et au niveau de la constitution, les élections présidentielles, c'est au suffrage direct universel et un candidat a le droit de se présenter 2 fois. C'est ce que Nkurunziza a fait. Et si je reviens sur l'introduction que vous avez fait, que M. Nkurunziza a pris la décision de se présenter, ce n'est pas M. Nkurunziza qui a pris la décision. M. Nkurunziza, il fait partie d'un parti politique.
qui donnait son candidat. Mais même au sein du CNDD-FDD, il y avait des compagnons de lutte qui étaient contre le fait que Pierre Nkurunziza se représente à nouveau. Je suis d'accord avec vous, mais les frondeurs, il y en a partout. Ici en France, on a vu M. Arnaud Montebourg qui n'était pas d'accord. Enfin, pourquoi prendre le risque alors de créer la confusion dans le pays? Non, ce n'est pas le risque. Si tous les partis politiques, dès qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ne sont pas d'accord avec la majorité, si on dit la démocratie, c'est la loi de la majorité, dans le parti CNDD, je ne suis pas du parti CNDD, je vous dis déjà, mais si au niveau du parti, il y a la majorité qui dit que notre candidat c'est celui-là, et qu'il y a un groupe qui dit non, donc on va dire non, on écoute plutôt la minorité. Ce n'est plus la démocratie finalement. Dans tous les partis politiques, il y a toujours des frondeurs. En tout cas, Dr Bano, depuis cette réélection, il y a quand même des troubles dans le pays. On constate notamment la tentative de coup d'État le 13 mai. Une tentative qui a échoué. Docteur Bano, quelles ont été les conséquences de cette tentative de putschiste? Tout d'abord, cette tentative de coup d'État, ça a été un point culminant de l'insurrection qui avait eu lieu à Bujumbura, que les médias étrangers appelaient manifestation. Donc je pense que c'est tout un plan, c'est toute une philosophie. C'est quand même arrivé à un moment où le président était en dehors du pays. Effectivement, parce que les gens, les planificateurs de ce coup d'État attendaient effectivement ce moment parce qu'ils savaient, ils connaissaient l'agenda du président, parce que quand il était encore au pays, donc il y a eu beaucoup de tentatives. On a vu que des policiers étaient attaqués, des militaires étaient attaqués. Donc ce qu'on a appelé une manifestation pacifique qui s'est à un certain moment transformée en une insurrection. Donc je pense que le coup d'État était un point culminant effectivement de ce qu'on avait appelé les manifestations pacifiques. Alors vous avez vu au niveau de la télévision les manifestations qui ont eu effectivement le jour de la déclaration du coup d'État. Donc c'est toute cette masse de la capitale qui a été sur des brindés, qui a accompagné tous ces meetings pour aller essayer de prendre de la radio-télévision nationale. Donc je pense que le coup d'État, c'est quelque chose qui avait été planifié de longue date. Est-ce que vous savez ce que sont devenus donc les 28 putschistes qui sont à la prison de Gitega? Où en est leur procès? Je pense que la justice a saisi de ce dossier et je pense qu'il y a eu des jugements, il y a eu des procès qui ont été prononcés et ils sont toujours à Gitega. Ils ont eu droit à la défense et je pense que la justice poursuit son cours. En tout cas, Dr Bano a mentionné les médias, plusieurs radios ont fermé. Nous avons appris d'ailleurs récemment que des journalistes de la BBC ont été reconduits en dehors du Burundi. Quel est l'état des médias aujourd'hui au Burundi? On sait notamment que des journalistes burundais émettent depuis le Rwanda voisin. Ah oui, alors l'état des médias au Burundi, c'est complexe. Je crois que vous serez d'accord avec moi qu'il y a quand même une part des responsabilités des médias dans ce qui se passe au Burundi. Il faut quand même mentionner que certains ont réouvert récemment, oui, c'était notamment la radio Isanganiro et REMA, donc il faut quand même le mentionner. Parce que moi, comme je vous ai dit, moi je suis quand même burundaise d'origine. Ce qui me révolte, c'est voir les médias qui ont tendance à amplifier la situation du Burundi, du côté négatif. Toujours, ces médias, comme par hasard, ils ont accès à l'information du côté de ceux qui sont dans l'opposition. Alors, quelle est la situation d'après vous au Burundi aujourd'hui? Aujourd'hui, au Burundi, il y a des médias, ils ont ouvert, et la liberté d'expression, il y a plus que dans tous les pays limitrophes, vous pouvez aller vérifier, mais ceux qui vont là-bas pour prôner la violence, pour aller plutôt voir les gens qui sont là pour faire l'expression, c'est là, dans tous les pays, on ne peut pas les tolérer. Il n'y a aucun pays au monde qui tolérerait les gens qui vont chercher les terroristes, les gens qui veulent tuer les gens qui vont lancer des grenades au marché, des bonnes femmes qui vendent des tomates. Il n'y a nulle part qu'on peut tolérer, dire que ça, ce sont des journalistes. Mais en tout cas, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question du dialogue inclusif. Donc certaines de ces personnes que le gouvernement qualifie de putschistes et autres veulent quand même arriver à un dialogue. Quelle issue à la crise si le gouvernement ne veut pas dialoguer avec ceux qui sentent qu'ils doivent prendre les armes pour se faire entendre? Écoutez, madame, je vous dis ce qui est triste aujourd'hui. Déjà, ils parlent des dialogues inclusifs, les gens qui sont à l'extérieur. On minimise l'opposition qu'il y a à l'intérieur au Burundi. Au Burundi, il y a des hommes et des femmes qui sont dans l'opposition, qui se battent jour et nuit pour qu'il y ait la solution au Burundi. Et c'est là, c'est comme s'ils n'existaient pas. On parle surtout de ce qui est à l'extérieur,
qui prônent la violence pour arriver à dialoguer. Mais non, est-ce qu'on a vraiment besoin des grenades pour dialoguer, pour parler de la paix au Burundi? On n'a pas besoin de ça. Docteur Bano, rapidement avant de conclure, je voudrais juste vous poser une question. Alors nous avons vu dans le sujet l'OIF, il y a également l'Union européenne, la Belgique, les États-Unis qui ont déjà pris des sanctions contre le Burundi. Quels sont aujourd'hui les appuis, les alliés du président Nkurunziza en Afrique ou dans le monde? Moi je pense que c'est regrettable que les partenaires traditionnels du Burundi ont pris cette mauvaise décision. Moi, j'appelle cette mauvaise décision parce que ça ne contribue pas effectivement à consolider la paix. Parce qu'on était à une étape, on arrivait à une étape de consolidation de la paix à partir des accords d'Arusha. On a vu que le Burundi était vraiment un exemple au niveau de la région et continue à être un exemple vu les instruments tant juridiques et politiques qu'on a mis en place pour pouvoir réconcilier le peuple burundais. Je pense que ces sanctions vont effectivement dans l'image qu'on donne aujourd'hui à la crise politique au Burundi, que je qualifierais, que beaucoup de gens ont qualifié de complot international pour renverser le pouvoir. Mais vous démentez le fait qu'il y ait des exactions qui soient commises, ou en tout cas certains observateurs parlent de violation des droits de l'homme? Les violations des droits de l'homme dans un contexte où il y a des gens qui ont pris des armes, qui commencent à tuer, qui lancent des grenades. On n'a jamais vu au monde où des gens qui se réclament de l'opposition, disons l'opposition radicale, prendre des armes et se passer pour des victimes, pour dire voilà, nous sommes des anges qui tombent du ciel, mais le pouvoir Nkurunziza, c'est le monstre. Je pense que quand même, c'est ça qui définit le comportement de certains partenaires du Burundi, qui est vraiment regrettable de soutenir ces gens-là, parce que, qu'on le veuille ou pas, on a vu des exemples. Et le Rwanda dans tout ça? Le Rwanda, normalement, moi je me dis que le Rwanda, comme le gouvernement l'a déjà prouvé et a montré qu'effectivement il y a certaines déviances de la part de certaines autorités, parce qu'on a, les Rwandais sont des frères et sœurs au peuple burundais, mais il y a un comportement bizarre de la part de certains leaders politiques rwandais qui n'ont pas compris que le Burundi et le Rwanda doivent vivre en paix et ne pas supporter, ne pas appuyer des mouvements que j'appelle des mouvements déstabilisateurs qui vont même à faire perdre des vies humaines qui demain pouvaient servir à la stabilité régionale. Docteur Bano, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Je vous en prie. Merci également à vous, Madame Kamikazi. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes sur Africa 24.